Bonjour, je m'appelle Arthur Marie, je suis psychologue clinicien, psychanalyste et docteur en psychopathologie clinique. Et cette vidéo est la première vidéo d'une série sur ce que je vous propose de travailler ensemble, que j'intitulerai une épistémologie critique de la psychanalyse. Donc cette série de vidéos vise d'interroger le statut épistémique de la psychanalyse et de l'interroger sous la forme du dialogue, hein, donc dialoguer avec les arguments contre la scientificité de la psychanalyse, mais aussi de mettre au travail les arguments en faveur de ce statut de science. Voilà. Alors, assez rapidement, en fait, d'emblée, je crois qu'on peut montrer que, en fait, cette question ne va pas de soi et qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas du tout consensus sur le statut de la psychanalyse, à savoir est-ce oui ou non une science. Il n'y a pas de consensus ni parmi les psychanalystes eux-mêmes, ni parmi les philosophes des sciences, les épistémologues et les critiques de la psychanalyse. Donc, il me semble qu'à l'heure actuelle, c'est une question toujours en suspens, hein, et que nous sommes face à un paradigme encore jeune, hein, qui n'est pas tout à fait au clair avec cette question. Alors cette question, la psychanalyse est-elle une science? D'entrée de jeu, il faudra vite pointer ce qu'il y a de faussement évident dans une telle question. Cette question fait semblant de croire qu'on sait bien ce que c'est que la science, comme si à l'heure actuelle, il y avait une espèce de définition arrêtée, bien arrêtée, de ce que sont les sciences. D'ailleurs, est-ce qu'il faut dire la science ou les sciences? Alors, on voit assez vite également que entre l'histoire, par exemple, la psychologie expérimentale et les mathématiques ou la physique fondamentale, bon, on n'a pas affaire à la même chose. Alors, chacune de ces disciplines revendique le statut de science, d'une science parmi d'autres, mais on voit assez rapidement que les méthodes, les axiomes, les procédures de production de savoir de ces différentes disciplines n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Voilà, alors ce qu'on peut déjà remarquer, c'est qu'il y a, un peu caricaturalement, deux grandes positions par rapport à cette question. Deux positions extrêmes, vraisemblablement fausses l'une et l'autre. L'une qui consiste à dire que oui, c'est tout à fait évident, la psychanalyse est une science. On va voir au cours de ces vidéos que c'est tout sauf évident. L'autre position qui consisterait à dire il n'y a pas photo, la psychanalyse ne peut pas d'aucune façon revendiquer le droit de faire usage de ce mot de science, qui est bien trop noble pour cette discipline, encore tâtonnante, pour ne pas dire charlatanesque pour certains. Donc, parallèlement à la question de savoir si la psychanalyse est une science, eh bien, nous serons amenés à constamment remettre au travail la question de savoir ce qu'est la science, ce que sont les sciences. À ce niveau d'introduction, il faut aussi pointer le rapport de cette question avec la société dans laquelle on la formule. Nous vivons dans une société où la science a un statut de légitimité tel que dès lors que l'on parle depuis une position de scientifique, la société nous reconnaît une légitimité. Et en contraste, celui qui parle sans faire valoir qu'il est un scientifique, voit sa parole quasiment disqualifiée d'entrée de jeu. Un peu comme s'il n'y avait de dignité de savoir que le savoir estampillé scientifique, ou du moins tel que la société s'imagine que ça relève de la science. Voilà. Alors, ce qu'il y a de problématique, c'est que ça aurait tendance à disqualifier des savoirs qui, à mon sens, ont une dignité et une importance pour la société,
En disant ça, je pense notamment à la poésie. Voilà. Quelle place est faite au savoir du poète, hein, dans une société où il n'y a de savoir digne de ce nom que le savoir du chercheur en blouse blanche, mettons, que le savoir du chercheur et du scientifique. Voilà. Alors, puisque je me situe voilà, à un niveau d'introduction aujourd'hui, j'explique pourquoi je vais évacuer une question un peu parallèle à la question du statut de la psychanalyse, qui est la question de son efficacité. Est-ce que oui ou non, la psychanalyse est efficace? Ou une variation de cette même question serait, la psychanalyse sert-elle à quelque chose? Ou si on continue à enchaîner les variations, la psychanalyse est-elle une psychothérapie? Voilà. Mais par exemple, cette dernière question, la psychanalyse est-elle une psychothérapie? Là non plus, il n'y a pas du tout de consensus parmi les psychanalystes. Pour certains psychanalystes, c'est une évidence, la psychanalyse est une psychothérapie parmi d'autres, et la psychanalyse sert à soigner et à guérir des symptômes. Et pour d'autres psychanalystes, la psychanalyse ne sert pas à guérir et à nous débarrasser des symptômes, mais plutôt à les cultiver. Et la psychanalyse n'est pas du tout une psychothérapie. Pour ses collègues, il y a même un risque à ce que la psychanalyse dérive en psychothérapie. Vous voyez, donc il y a ces deux positions comme ça qui coexistent. Et le moins qu'on puisse dire, donc, c'est qu'il n'y a pas du tout de consensus là-dessus. Alors, la question de l'efficacité, des effets, de l'utilité sociale de la psychanalyse, de la possibilité ou non de mesurer ses effets, s'il y en a. Tout ce jeu de questions, aussi intéressantes soient-elles, je vais les mettre provisoirement de côté. Provisoirement parce que, je pense que ce sont des questions importantes, mais je crains trop de mélanger les choses en abordant de front ces deux aspects-là. Alors parfois, il va me falloir aborder la question des effets de la psychanalyse, mais je ne le ferai que pour autant, ça alimente la réflexion sur l'épistémologie. Voilà. Donc je vais tenir un peu séparé l'efficacité de la psychanalyse de l'épistémologie psychanalytique pour le moment, et rien n'exclut que plus tard, je reprenne ces questions-là à nouveau frais, et cette fois-ci en me concentrant plutôt sur l'efficacité. On peut faire un constat, c'est que le paradigme de la psychanalyse, les concepts, les théories, la méthode psychanalytique, tout ceci est assez complexe en fait. Les concepts psychanalytiques ne vont en réalité pas de soi. On aura l'occasion de voir qu'en fait, les concepts psychanalytiques ne sont pas des concepts psychologiques. Il va falloir bien distinguer les deux choses. Alors, ce sont des concepts complexes. La méthodologie est complexe et pas immédiatement accessible pour les gens qui ne s'y sont pas formés, ou qui n'ont pas eux-mêmes fait une psychanalyse, ou qui n'ont pas réfléchi franchement aux questions d'épistémologie de la psychanalyse. Le fait que ça ne soit pas directement accessible, que ça soit complexe, est-ce que ça discrédite d'aucune façon la psychanalyse? Tenez, on pourrait dire la même chose finalement d'autres disciplines. Moi je ne suis pas physicien, mais je vois bien que des paradigmes de la physique comme la physique quantique ou la théorie des cordes mobilisent des concepts extrêmement complexes, des outils mathématiques qui me sont étrangers, mobilisent des raisonnements que j'ai du mal à suivre, et fait fonctionner des théories, des outils, des concepts compliqués, et que je ne comprends pas, pour la plupart, mais le fait que je ne les comprenne pas, finalement, ne dit pas grand-chose de ces disciplines. C'est-à-dire que tant que les spécialistes de cette discipline les comprennent et peuvent continuer à les travailler, si possible en les vulgarisant pour des gens comme moi, mais voilà, tout va bien. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas ou que ça me paraît contre-intuitif
que la physique théorique des particules est une connerie. Bon, mais on pourrait tenir le même raisonnement pour la psychanalyse. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui n'est pas un spécialiste de la psychanalyse ne comprend pas les concepts de la psychanalyse que ça signifie que ces concepts sont bidons, pour le dire comme ça. Alors, à ce propos, il va falloir aussi s'intéresser à un moment ou à un autre, je le garde vraiment pour beaucoup plus tard, sur la question de la transmission des savoirs spécialisés, quels que soient les corpus et les disciplines, la transmission des experts de ces disciplines aux citoyens, à la société. Donc la question de la transmission et de la vulgarisation. Là, il y a un enjeu important, tout simplement parce qu'il existe de mauvaises vulgarisations, des vulgarisations qui font croire aux gens qu'ils ont compris, mais qui en réalité n'ont pas permis de transmettre correctement, avec justesse, les savoirs spécialisés. Alors, ça peut donner lieu à un certain nombre de dérives qu'on n'observe pas uniquement dans la psychanalyse, mais finalement dans toutes les sciences, à savoir qu'on peut tout à fait faire un usage farfelu dans le discours courant de concepts scientifiques complexes, dès lors qu'on les sort de leur discipline. Ainsi, on voit des personnes qui, d'une certaine façon, on pourrait dire, délirent les théories psychanalytiques. De la même façon qu'on peut voir des gens qui, entre guillemets, délirent, font un usage farfelu, curieux, non rigoureux des théories de la physique quantique, de la physique des cordes, ou des mathématiques. Voilà. Donc il va falloir aussi distinguer ces deux niveaux de discours. Le discours authentiquement rigoureux, spécialisé, et ces dérivés qui diffusent dans la société sous leur forme mal vulgarisée, voire déconnante. Une autre façon de le dire, c'est qu'on ne pourra pas réduire la psychanalyse à ces transcriptions non rigoureuses dans la société. Voilà. De la même façon que je ne vais pas pouvoir dire que la physique quantique c'est de la connerie parce que mon voisin qui s'est improvisé physicien en fait un usage idiot. Alors, on va peut-être aussi pouvoir, toujours à ce niveau d'introduction, faire une petite réflexion sur l'usage, le rapport de la psychologie avec les mathématiques. La psychologie qu'on pourrait appeler la psychologie scientifique, expérimentale, la plus sérieuse, la plus rigoureuse, la plus contemporaine, en tout cas dans ses revendications, on pourrait dire qu'aujourd'hui elle est représentée par deux courants majoritaires, à savoir l'approche neurocognitive, et sa variante un peu plus ancienne des thérapies cognitivo-comportementales, voilà, neurosciences on va dire. Neurosciences et neurocognitivisme. Bon, ces approches, souvent, ont dans l'idée que le niveau de rigueur nécessaire pour avoir dignité de science, en fait, c'est dans le recours aux mathématiques, et en particulier une certaine branche des mathématiques, qui est de la branche des probabilités et des statistiques. Donc ce sont des approches qui considèrent que, en s'inspirant en fait de la médecine contemporaine, de la recherche en médecine contemporaine, ce sont des approches qui constituent leur savoir en mettant en place des dispositifs expérimentaux, voilà, sur le modèle de la médecine, avec un groupe test et un groupe contrôle, par exemple, ou en mesurant les niveaux de corrélation statistique entre deux variables qui sont observées. Alors, j'aimerais faire deux remarques, très voisines l'une de l'autre, mais qui en réalité ont des statuts un peu différents. Une première remarque qui est d'ordre factuel et en fait contingente. Il y a 6 mois de cela, mais on le savait depuis assez longtemps, il y a 6 mois de cela est paru dans la revue Nature, donc une des revues les plus sérieuses en termes de rigueur scientifique, des sciences naturelles,
est parue dans cette revue une tribune signée par 800 statisticiens. Et dans cette tribune, les auteurs dénoncent avec une certaine amertume, dégoût, voire une colère, l'usage totalement déconnant des statistiques dans les autres disciplines. Et en particulier, les disciplines les plus pointées du doigt sont la recherche en sciences humaines, tout particulièrement en psychologie, et la recherche biomédicale, également en pharmacologie. Leur constat est terrible. Selon eux, selon ces statisticiens, donc vraiment ces experts des statistiques et de cet outil mathématique, selon eux, pas moins de 96% des publications scientifiques en recherche médicale et en sciences humaines, psychologie en tête, seraient fausses. Fausses pour deux raisons. Ou bien parce que les statistiques sont ratées, les chercheurs n'ont pas su faire correctement leurs statistiques, là c'est très inquiétant, donc là ça relève d'un problème d'usage de rigueur mathématique, ou bien parce que les statistiques étaient certes bien menées, mais les conclusions tirées par les auteurs de l'outil statistique étaient erronées. Donc là, c'est plutôt un problème d'ordre logique, philosophique, épistémologique. On ne sait pas bien tirer les inférences qu'il faut. Donc première remarque, voilà, on peut partir du constat assez factuel qu'aujourd'hui, la science, et tout particulièrement la médecine et la psychologie, qui font recours massivement aux statistiques, font un recours si peu rigoureux qu'on peut s'interroger sur la justesse, la précision, l'exactitude des savoirs qu'elle met au jour. La deuxième remarque, un peu voisine, mais cette fois-ci qui n'est plus factuelle, qui n'est plus contingente, mais qui est d'ordre mathématique en fait, c'est que ces études statistiques reposent en fait sur l'acceptation d'un seuil de significativité, un seuil de probabilité sous lequel les savoirs, les corrélations observées sont réputées significatives. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc généralement ce seuil est choisi au niveau de 5%. Qu'est-ce que ça veut dire 5%? Ça veut dire qu'en fait, il y a une chance de l'ordre de 5%, donc une chance sur 20, que la corrélation statistique observée soit en fait due au hasard. Vous voyez que le niveau de preuve apporté par les études qui se fondent sur les statistiques est un niveau de preuve probabiliste. C'est-à-dire que ces études, en toute rigueur, on devrait simplement dire « il est probable que la corrélation que j'observe n'est pas due au hasard ». C'est tout autre chose qu'un autre niveau de preuve qui serait un niveau de preuve apodictique, qui est par exemple le type de preuve apporté dans un raisonnement, une démonstration mathématique, où là, ça n'est pas un raisonnement probabiliste, ça n'est pas sous réserve de la non-intervention du hasard. À partir du moment où vous démontrez mathématiquement par un raisonnement votre résultat, il est démontré. Il n'y a pas une réserve d'ordre probabiliste. Voilà. Bon, mais je crois que ça sera suffisant pour cette première vidéo d'introduction. Et nous poursuivrons ensuite en déclinant toute une série de réflexions. Alors il est toujours possible de mettre en commentaire des remarques et spécialement des questions, s'il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde ou sur lesquels vous m'invitez à me pencher. Je le fais de bon cœur et tout particulièrement donc les arguments contre la psychanalyse.